30 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'il faut pour la mise en œuvre de la réforme foncière au Mali. Une réforme qui doit aboutir à l'instauration d'un cadastre dans notre pays, à une bonne gouvernance foncière. La table ronde ouverte ce matin sur la question s'adresse aux partenaires techniques et financiers du Mali. Son ouverture était présidée par le chef du gouvernement, Moussa Mara. Nous sommes le 16 octobre. Le monde célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Zoom cette année sur les exploitations agricoles familiales. Ici au Mali, c'est la ville de Kita qui va abriter samedi les festivités de cet important événement, 34e du genre. Voilà pour le sommaire. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et vous avez raison. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. La lecture du communiqué au cours de ce journal. Dans notre édition d'hier soir, on vous parlait du projet de retour des entreprises françaises au Mali pour aider à la reconstruction. À l'occasion, le président du conseil d'administration du Bifrance était devant la presse pour expliquer cette démarche. Jean-Paul Baquet était aujourd'hui à Koulouba où il a été reçu en audience par le président de la République. À sa sortie d'audience, il est au micro de Aoulusseini Touré. Nous avons eu un entretien extrêmement chaleureux, d'abord. Le président de la République a manifesté tout l'attachement qu'il avait pour la France, bien sûr, et je lui ai expliqué que nous étions ici dans le cadre du développement économique du Mali, la reconstruction du Mali, pour inciter les entreprises françaises à venir travailler ici et à créer des liens de partenariat avec les entreprises maliennes existantes ou entreprises maliennes à créer. Il a non seulement accueilli très favorablement cette proposition, mais il nous a encouragé à revenir et à faire revenir les entreprises françaises, car il considère qu'il est indispensable aujourd'hui que les entreprises investissent au Mali. Il y a des opportunités, il y a des infrastructures à construire, mais il y a aussi des richesses naturelles à exploiter, à faire en sorte que la plus-value se fasse dans ce pays et qu'elle ne se fasse pas à l'extérieur. Une réunion de cabinet ministériel présidée par le Premier ministre Moussa Mara s'est tenue cet après-midi à la primature. Ce conseil de cabinet portait sur le budget rectificatif 2014 et celui de 2015. Pour en savoir davantage, nous écoutons Madame le ministre de l'Économie et des Finances. Boiré Félix Sissoko est au micro de Mahamadou Doumbia. On a discuté du budget rectificatif 2014 et puis du budget 2015. Bon, le rectificatif 2014 vient à la suite de la mission du Fonds monétaire et des rapports qui ont été déposés. Donc, les équipements qui sont réceptionnés au niveau du ministère de la Défense doivent être intégrés dans le budget puisqu'on a renoncé à la garantie maintenant et que ça va être un paiement direct aux fournisseurs. Donc ça a impacté le budget. Bon, on a trouvé aussi qu'il y a le pavillon bleu, le palais d'espoir à l'ACI, qui aussi avait été préfinancé par des Chinois à la demande du président ACT. Donc on a dû aussi mettre dans ce budget, plus le pavillon d'Afro-Basket. Donc voilà ces éléments à rajouter qu'on a dû intégrer dans le budget et qui nous a valu quand même de repartir maintenant pour un nouveau budget rectificatif qu'on va amener après cette session. On passera au Conseil des ministres et après le Conseil, ça ira à l'Assemblée après l'avis de la Cour suprême. En fait, le budget 2014 a fait l'objet d'une première rectification, comme vous le savez, pour intégrer l'achat de l'aéronef. Maintenant, il y a une deuxième rectification pour un certain nombre de dépenses que j'avais déjà expliquées. 1800 milliards. 1800 milliards 2014 contre un budget de 1700 milliards à peu près pour 2015. Donc en fait, il y a eu une légère baisse du budget de 2015 compte tenu des contextes difficiles de négociation avec les partenaires. Et donc on a été obligé d'avoir un solde en équilibre, ce qui fait qu'en réalité, le budget est resté très très sobre. Maintenant, ce qu'on a convenu avec eux, c'est qu'une fois que ça sera adopté, je parle du budget 2015, au mois de mars, on fera une revue
Et puis on verra à ce moment-là s'il y a des ajustements qui sont possibles. Bon, nous, on a de l'espoir là-dessus parce que les services fiscaux et non fiscaux ont bien donné jusque-là. En termes de recettes fiscales et non fiscales, on enregistre déjà en 2014 une progression de près de 10%. Donc, ce qui est quand même une bonne chose dans le contexte que nous connaissons. Et nous entendons que cette progression aille grandissant. Donc, nous espérons qu'on sera au rendez-vous avec ces ressources-là. Toujours avec le Premier ministre, Moussa Mara a présidé ce matin la table ronde sur la gestion domaniale et foncière. Le gouvernement du Mali réunit ses partenaires afin de mobiliser 30 milliards de francs CFA, somme nécessaire pour la mise en œuvre de la réforme foncière au Mali. Réforme dont la principale motivation est l'instauration d'un cadastre dans notre pays et une bonne gouvernance foncière. Il s'agit également d'apporter une réponse efficace et durable aux conflits fonciers pour le renforcement de la cohésion nationale. Brahma Traoré, reportage. La réforme de la gestion foncière et domaniale au Mali nécessite un investissement de près de 30 milliards de francs CFA sur 5 ans. La participation de l'État malien s'élève à environ 10 milliards et les 20 milliards restants sont à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. D'où cette table ronde dont l'un des objectifs est de solliciter l'assistance et le soutien des bailleurs de fonds pour la mise en route de la réforme. Réforme qui aura certainement un impact positif sur le pays. Il s'agit en tout premier lieu de la capacité de pouvoir identifier plus rapidement et plus facilement le droit de propriété. Elle contribuera également à l'établissement d'un climat de sécurité pour renforcer notre dispositif hypothécaire. D'un autre côté, la réforme apportera une réponse aux nécessités de la protection de l'environnement, tout en aidant à établir des procédures simplifiées pour le règlement des conflits fonciers et pour garantir une meilleure affectation des terres de l'État. L'intérêt de la réforme de la gestion foncière et domaniale semble être bien compris par les partenaires du Mali. Ils estiment que le projet est juste, efficace et nécessaire, d'où leur adhésion au financement de la réforme. Les partenaires techniques et financiers, je l'espère, seront aux côtés du Mali dans ce projet. En tout cas, la France, en tant que présidence, placera ce projet en haut de l'agenda des partenaires techniques et financiers au Mali, pour au moins 3 raisons fondamentales. La première, c'est que c'est une réforme de justice. La deuxième raison, c'est que tout simplement, c'est aussi un sujet politique. Parce que un cadastre, un droit de propriété stabilisé, c'est aussi d'abord la confiance dans l'État. Une troisième raison, au moins aussi fondamentale que les 2 premières, c'est une raison économique. La réforme sera d'abord difficile au regard de l'ampleur, de la profondeur et de la sensibilité des problèmes fonciers. Problèmes souvent émaillés par des violences qui sapent l'harmonie de la cohésion sociale. La réforme sera ensuite longue, envisagée sur la période 2014-2018. Elle sera enfin coûteuse, 30 milliards de francs CFA d'investissement. Énorme mais nécessaire pour venir à bout de l'insécurité foncière au Mali. Sachez que plus de 70% des affaires portées devant les juridictions maliennes portent sur le foncier. Dans le contexte sociopolitique actuel, ne pas s'engager résolument dans la voie de la réforme foncière reviendrait à hypothéquer sérieusement et de façon durable l'avenir du Mali. En effet, la restauration de la confiance des citoyens dans les autorités administratives chargées de la gestion domaniale passe inexorablement par la modernisation et la réforme de la gouvernance foncière. En effet, pour un pays à vocation agro-pastorale, la terre constitue un élément indispensable à la vie de la famille, de la communauté, voire de la nation. Le foncier est également porteur d'enjeux politiques et socio-économiques aussi importants que variés, allant de la souveraineté nationale à la réalisation de grands investissements, en passant par la propriété collective ou privée de ressources naturelles. Vous comprenez aisément au regard des enjeux liés à la gestion foncière l'intérêt que les plus hautes autorités lui accordent. La finalité de la réforme est l'instauration d'un cadastre et la bonne gouvernance foncière au Mali. De quoi donner espoir aux couches dominues du pays, grandes victimes des spéculations foncières.
Et nous avons ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali s'est réjoui de la nomination de Albert Gérard Conders, précédemment représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA en qualité de ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Le gouvernement de la République du Mali adresse ses vives félicitations à M. Conders, dont la nomination couronne l'engagement sans relâche d'un diplomate chevronné au service de la paix et de la sécurité à travers le monde. Le gouvernement de la République du Mali saisit cette heureuse occasion pour exprimer la gratitude des autorités du peuple malien à M. Conders pour l'excellent travail accompli pendant son mandat à la tête de la MINUSMA pour la stabilisation du Mali. Au nom du président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement de la République du Mali formule à l'endroit de M. Conders ses vœux de succès et de réussite dans sa haute mission au service du Royaume des Pays-Bas. Direction le bureau du médiateur de la République. La structure a organisé des journées d'échange sur la mise en œuvre des interpellations et des recommandations de l'EID, des journées intermédiaires qui vont permettre une évaluation de l'EID précédente et du coup permettre un suivi permanent des activités de la prochaine. Mariam Sagara nous en parle. L'évaluation de l'état de mise en œuvre de conclusion de l'EID 2013 est à sa deuxième phase. Des acteurs concernés vont échanger sur la nature et l'évolution de cet exercice pédagogique qui existe au Mali il y a déjà 20 ans. L'EID n'est pas une juridiction, je l'ai dit. Il n'est pas là pour charger de juger les gens, prononcer des sanctions. Non. On veut que l'exercice démocratique devienne une culture dans notre vie nationale. Alors, il faut apprendre aux citoyens, aux gouvernants et aux organisations des comportements, des valeurs et des principes. L'EID qui appartient aux populations souveraines doit favoriser le dialogue entre les gouvernants et les gouvernés, a fait savoir le médiateur de la République. Cette éducation démocratique est aujourd'hui sous la responsabilité du médiateur qui cherche par tous les moyens à faire comprendre aux Maliens l'esprit de l'EID. Il entend par la suite donner des informations fiables et crédibles à toutes les couches sociales de la République. Audience au Conseil des collectivités, la délégation du Labo Citoyenneté du Burkina Faso et CLI 2002 du Mali, reçue par le premier vice-président de l'institution au menu des échanges. Le programme Action publique et citoyenneté est un programme exécuté dans les 8 pays de l'UEMOA pour la promotion et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les détails, écoutons Raogo Antoine Sawadogo, président de Labo Citoyenneté du Burkina Faso, au micro de Moussa Fani. Le programme s'appelle APC3, Action publique et citoyenneté, et va se dérouler dans les 8 pays de l'espace UMOA. Nous avons des points d'ancrage, par exemple l'espace Skabo, Sikasso Korgo Bobo Dilasso, l'espace Kenedougou, l'espace Liptako Gourma, le parc W. En fait, ce sont les points de jonction où on peut avoir des opportunités d'initiative, des opportunités de collaboration sur des objets concrets en termes de délivrance de services publics de base. Les collectivités territoriales décentralisées étant au centre du dispositif, puisque c'est elles qui s'engagent à coopérer entre elles de part et d'autre, le Haut Conseil étant également leur représentation nationale, le Haut Conseil peut porter la voix des collectivités auprès des instances nationales et au niveau de l'espace UMOA pour faire avancer certaines propositions ou influencer l'application des textes en la matière.
L'Institut d'administration publique du Mali, IAPM, vient de voir jour. La session inaugurale de l'Institut a eu lieu dans les locaux de l'ex-Institut Marchou à Djikoroni-Para. L'IAPM se fixe comme objectif de contribuer à la réforme de l'administration publique malienne en luttant contre la corruption. Le reportage de Mohamed Diarra. La modernisation de l'administration publique, les autorités maliennes donnent le signal et les partenaires techniques et financiers soutiennent l'initiative. C'est dans cet esprit que l'Institut d'administration publique du Mali, une approche canadienne, vient d'être portée sur les fonds baptismaux. La session inaugurale qui a réuni des invités de marque venus du Canada avait un thème assez évocateur. L'administration publique malienne au service du citoyen dans une démocratie participative. Il s'agit pour nous de faire en sorte que l'administration malienne soit, la fonction publique malienne soit une institution efficace, une institution neutre, qui travaille pour l'intérêt du citoyen et qui travaille pour l'intérêt public. L'invité d'honneur de cette session inaugurale, le Canadien Simon Chabot, mesure la complexité de la mission du nouveau bébé. Votre président l'a clairement exprimé, a clairement exprimé sa volonté de mettre en place des institutions fortes et crédibles au pays. Les objectifs visés par la mise en place des institutions publiques fortes et crédibles, disait-il, sont principalement la lutte contre la corruption et l'impunité, la refondation des administrations publiques, la réhabilitation de l'institution judiciaire, l'approfondissement de la décentralisation, l'approfondissement des instruments de la démocratie participative, la réforme du processus et du système électoral et le recouvrement d'une position forte dans un environnement international en mutation. De telles initiatives ne peuvent qu'être encouragées et soutenues par le patron de l'administration malienne. Ces propos sont rapportés par son chef de cabinet. Il est important de dire ici que l'usager est au début et à la fin des services de l'administration. Et sa satisfaction est l'objectif principal de notre administration. Chacun dans notre fonction publique et au-delà, je pense aux autres travailleurs de l'administration, à quelque niveau qu'ils se trouvent, doit s'engager, travailler, engranger des résultats avec cet objectif. À terme, il s'agit de bâtir une administration à visage humain, avec une seule ambition, servir les usagers. Lancement des activités du Conseil national de la famille ce matin. Comment mieux faire connaître la structure, ses missions et attributions sont entre autres objectifs visés, nous informe Khadija Toukone. On dit souvent qu'il n'existe pas de règle absolue en matière d'éducation, mais il est plutôt question de communication et d'équilibre. C'est pourquoi au Mali, depuis 2006, un Conseil national de la famille a été créé pour trouver des voies et moyens pour un bon équilibre de la famille. Avec le temps, avec la mondialisation, il y a eu aujourd'hui beaucoup de problèmes au niveau des familles. Donc on a estimé qu'au regard de tout ça, il faut créer un organe spécifique dont le rôle sera de réfléchir sur les problèmes liés à la famille et de faire des propositions concrètes. Convaincu du rôle que joue l'éducation des enfants dans le développement de la société, le gouvernement du Mali entend identifier et corriger tous les dysfonctionnements que rencontre la structure. La famille malienne, telle que nos anciens nous l'ont léguée naguère, n'est plus la même. En effet, l'évolution économique et les exigences de la mobilité ont fortement influencé la famille traditionnelle. Au regard des soubresauts qui l'affectent dangereusement, il est impérieux d'agir et d'agir vite pour qu'elle retrouve ses valeurs d'antan basées sur le respect, la dignité humaine, l'hospitalité, l'entraide, la solidarité, entre autres. L'atteinte de cet objectif permettra, j'en suis persuadé, de répondre efficacement au concept d'autonomisation des femmes et de plein épanouissement des enfants. Au cours de ce lancement, le ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a invité tous les partenaires techniques et financiers à renouveler leur engagement pour le bon fonctionnement du Conseil national de la famille. Le PNUD met à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité un lot important de matériel et d'équipements destinés aux opérations du RAVEC. La remise officielle des dits matériels de plus de 600 millions de francs CFA, suivie de la signature de l'aide d'accord, s'est déroulée ce jeudi au département de tutelle Fadema Keïta. Après le lancement officiel des opérations du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, il y a une quinzaine de jours à Sikasso, nous sommes à la phase de mobilisation des ressources et des acteurs.
Cette étape de modernisation de l'état civil malien, des opérations d'achèvement du RAVEC doivent contribuer à la fiabilisation du fichier électoral biométrique. D'où cet appui du PNUD pour la consolidation de notre état civil. Cette cérémonie marque la remise officielle d'un certain nombre d'équipements et matériels relatifs au RAVEC, acquis pour venir en appui aux opérations. Ils comprennent des équipements, des véhicules, des matériaux informatiques et audiovisuels, et des guides et manuels pour un coût global d'environ 600 millions de francs CFA. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce geste permettra de faciliter d'une part la tâche aux membres du comité de pilotage du RAVEC, d'actualiser les bases de données et de corriger les erreurs commises sur les cartes NINA. Autant le soutien des Nations Unies et de la communauté internationale a été déterminant pour la phase active du RAVEC qui s'est déroulée de 2009 à 2011, autant cet accompagnement demeure indispensable pour son achèvement afin de doter le Mali d'un système d'état civil performant, gage de la constitution d'un fichier électoral fiable et de la disponibilité d'autres applications qui amélioreront la délivrance des documents administratifs et de voyage. La signature de la lettre d'accord de mise à disposition d'autres ressources matérielles a été un autre temps fort de la cérémonie. Fin du projet d'appui à la mise en place du Centre national de promotion du volontariat. Ce programme financé par le gouvernement du Mali et le programme des Nations Unies a permis à notre pays d'enregistrer des résultats encourageants dans le domaine du volontariat. Abdraman Maïga, reportage. Après 2 années d'activité, le projet d'appui à la mise en place du Centre national du volontariat CNPV prend officiellement fin avec cette rencontre des structures chargées de sa mise en œuvre. Lancé en 2010 au Mali, le projet d'appui à la mise en place du CNPV a enregistré d'importants résultats, au nombre desquels la mise en place du Centre national de promotion du volontariat, l'adoption par l'Assemblée nationale des textes du centre et l'installation de 3 antennes dans les régions de Sikasso, Mopti et Kaï. Au-delà de sa période de mise en œuvre, signe que le projet est pérenne et a bénéficié d'une bonne appropriation, le gouvernement du Mali a financé lui-même le déploiement d'un 2e contingent de 100 volontaires. Il en est de même en ce qui concerne l'ouverture récente des centres régionaux de volontariat à Tombouctou, Ségou et Koulikoro. C'est justement pour dresser le bilan à mi-parcours de ce projet que cette rencontre a été initiée. Elle permet de capitaliser les acquis du projet, d'analyser les difficultés rencontrées pour ensuite formuler des recommandations. Nous serons d'un bréviaire pour rendre le CNPV beaucoup plus compétitif et capable de jouer sa partition dans la réalisation des objectifs de développement poursuivis par notre pays. Ils l'aideront à mieux renforcer dans le sens de mobiliser et ou de générer davantage de ressources pour mener à bien ses missions de service public d'encadrement de la jeunesse. Cette jeune structure a déjà inscrit dans ses priorités le développement de la coopération nationale ou internationale comme une alternative à la continuité des acquis de ce projet au Mali. Comme annoncé à présent, je vous invite à suivre la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Adjombele qui vient de me rejoindre dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, Nana Adéou Traoré. À vous donc. Merci, mesdames et messieurs, bonsoir. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits et taxes sur les équipements d'énergie renouvelable à l'importation dans le but d'accroître la part des énergies renouvelables dans la production nationale d'électricité. Le gouvernement a, par décret numéro 09-503 PRM du 23 septembre 2009, procéder à la suspension pour une durée de 5 ans de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, des droits et taxes exigibles au cordon douanier sur les équipements d'énergie renouvelable à l'importation, à l'exception du prélèvement communautaire PC, du prélèvement communautaire de solidarité PCS et de la redevance statistique RS. La mesure de suspension est arrivée à terme le 23 septembre 2014. Elle a entraîné au cours de la durée de la suspension une baisse du coût des équipements d'énergie renouvelable.
En vue de consolider les acquis et maintenir l'élan pour la promotion des énergies renouvelables, il est envisagé par le présent projet de décret de renouveler la mesure de suspension. Au terme du projet de décret, la perception de la taxe sur la TVA, des droits et taxes exigibles au cordon douanier et sur les équipements d'énergie renouvelable à l'importation est suspendue à compter du 23 septembre 2014 pour une durée de 5 ans, à l'exception du prélèvement communautaire PC, du prélèvement communautaire de solidarité PCS et de la redevance statistique RS qui reste entièrement due. Son adoption va permettre une plus grande utilisation des énergies renouvelables dans la production nationale d'électricité. Sur le rapport du ministre de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création du Comité national d'évaluation technique des schémas directeurs d'urbanisme SDU et des plans d'urbanisme sectoriel PES. Le Comité national d'évaluation technique des schémas directeurs et des schémas sommaires d'aménagement et d'urbanisme a été institué en 2003 auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire pour analyser et émettre un avis technique sur les schémas avant leur approbation et évaluer les schémas déjà adoptés. Plusieurs années après sa création, le fonctionnement du comité est hypothéqué par des difficultés liées à la non prise en compte des plans d'urbanisme sectoriel PES, à l'absence de nouveaux acteurs majeurs comme les représentants de la Direction nationale de la population, de la Direction nationale des routes, de l'Agence d'aménagement et de gestion des zones industrielles. Au nombre des insuffisances, il est noté l'absence de dispositifs de prise en charge des observations faites lors des réunions techniques de restitution avant la soumission des schémas et des plans au Conseil des ministres. Le décret adopté crée le Comité national d'évaluation technique des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme sectoriel en lieu et place de l'actuel Comité national technique des schémas directeurs et sommaires d'aménagement et d'urbanisme. Il a notamment pour mission d'analyser et de valider techniquement les schémas directeurs d'urbanisme et les plans d'urbanisme sectoriel avant leur adoption et ou approbation, de donner son avis sur les relatifs à l'élaboration des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme sectoriel. La création du Comité national d'évaluation technique des schémas directeurs d'urbanisme et des plans d'urbanisme sectoriel est en phase avec l'évolution du dispositif institutionnel de la planification urbaine. Sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant institution du Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage CITA et de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle, notre pays a adopté une politique nationale de l'emploi et une politique nationale de formation professionnelle. Pour la mise en œuvre de ces politiques, divers programmes et projets ont été initiés comme le programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté, le programme emploi jeune, le programme décennal de développement de la formation professionnelle. Malgré les efforts importants déployés dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle, la grande majorité des publics cibles peinent encore à accéder aux offres d'emploi et aux opportunités d'insertion disponibles. Cette situation s'explique en partie par la méconnaissance de ces opportunités, la complexité des procédures et l'inadaptation de certains mécanismes par rapport au public visé. Elle est particulièrement accentuée pour les jeunes et surtout ceux vivant en milieu rural. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle, il est organisé depuis quelques années la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle et le salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage, deux événements majeurs pour la promotion de l'emploi et de la formation. La bourse de l'emploi et de la formation professionnelle et le salon de l'ingénierie se sont tenus respectivement en 2008 et en 2009. L'organisation de ces deux événements qui associent l'ensemble des acteurs publics, privés et la société civile dans une démarche participative a permis à des jeunes de découvrir les métiers porteurs, les offres de formation disponibles et les besoins en ressources de notre pays. Les deux événements ont également permis d'offrir aux jeunes des opportunités d'emploi et de formation professionnelle à travers des kits d'insertion et des bons de formation. Il ressort d'une évaluation des deux événements que des difficultés rencontrées sont liées à la non-institutionnalisation des événements. L'élaboration du présent projet de décret s'inscrit justement dans ce cadre.
Son adoption permet de pérenniser le salon de l'ingénierie et de la transformation et de l'apprentissage, CITA, et la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, inspecteur en chef adjoint de l'Intérieur, M. Brahima Kone, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargé de mission, M. Seydina Oumar Diarra, journaliste. Nyanya Aliou Traoré, à vous. Merci, Ibrahima Djombele. La suite de ce journal, c'est aujourd'hui 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation, 34e du genre. Le thème retenu est l'agriculture familiale, nourrir le monde et préserver la planète. Pour cette édition, c'est la ville de Kita, en raison de ses potentialités agricoles, qui va abriter cet important événement. Je vous propose d'écouter le ministre du Développement rural, Boukari Trita, estime que ce thème est porteur. Il s'agit d'attirer l'attention des uns et des autres sur le rôle important que joue l'agriculture familiale dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Il est au micro de Inaba. Au Mali, les exploitations agricoles familiales, plus de 805 000 unités, concentrent plus de 90% de la production agricole et jouent un grand rôle dans l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires. Elles sont les premiers acteurs du développement agricole. Cependant, malgré ce rôle prépondérant, celle-ci demeure une couche vulnérable car affectée par des crises liées au déficit pluviométrique et aux effets néfastes des changements climatiques. Ces contraintes ont pour conséquence l'insécurité alimentaire avec un taux élevé de malnutrition, de pauvreté persistante en milieu rural qui conduit à l'exode des jeunes. L'autre enjeu majeur, c'est comment accroître la production agricole tout en préservant l'environnement immédiat. Les pouvoirs publics et le secteur privé doivent investir de plus en plus dans l'agriculture, développer des partenariats solides avec les autres acteurs qui ont une certaine expertise dans ce domaine. C'est dans cette dynamique de multi-acteurs que l'on peut potentiellement entamer le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture d'entreprise moderne, créatrice d'emplois et génératrice de prospérité. Telle est la vision du département, qui a déjà fait adopter par le gouvernement une note conceptuelle sur le développement des agropoles qui permettra de créer des véritables pôles de diversification et de compétitivité pour la croissance économique du pays. C'est à ce prix que nous pouvons inverser la tendance négative qui menace quotidiennement l'épanouissement des exploitations familiales qui sont le socle de la production agricole au Mali. À présent, faisons un zoom avec Siratiki Traoré sur le thème de cette édition 2014. Selon les spécialistes, les exploitations agricoles familiales fournissent l'essentiel de notre alimentation. Quels sont les enjeux de cette journée qui sera célébrée ici au Mali, à Kita samedi? Suivons ensemble. La 34e session de la Journée mondiale de l'alimentation est consacrée aux exploitations agricoles familiales et c'est là sous le thème « Nourrir le monde, préserver la planète ». Ce thème concorde bien avec le rôle que joue l'agriculture familiale dans la sécurité alimentaire. En effet, les petites exploitations dont la superficie varie entre 1 et 10 hectares sont dénommées des périmètres agricoles de type familial. Elles occupent plus de 80% de la production agricole nationale de nos pays. C'est pourquoi la loi d'orientation agricole du Mali les reconnaît comme des entreprises agricoles à part entière. On a dédié le 2014 aux exploitations familiales à l'exploitation familiale agricole. Nous sommes déployés pour que, en tout cas, l'enregistrement puisse commencer aussi pour donner un statut particulier à ces exploitations familiales. Ça permet vraiment de les sécuriser et d'aller vers leur modernisation parce que sans cette sécurisation foncière, la modernisation s'avère difficile aussi. Donc c'est quand les gens se trouvent enregistrés et ça leur permet aussi d'avoir accès à certains types de facteurs de production que sont les crédits agricoles et aussi de s'employer dans l'investissement durable au niveau de ces exploitations familiales. Cette 34e session est un enjeu pour notre pays,
surtout que cela coïncide avec l'exercice de recensement des agriculteurs familiaux. Au-delà de cet exercice, la JIMA, Journée mondiale de l'alimentation, est un forum d'échange entre producteurs. C'est grâce à ces journées-là, il y a une orientation que chacun comprend. Qu'est-ce que le Mali a trouvé cette année et qu'est-ce que le Mali n'a pas trouvé. C'est une considération pour nous. C'est une considération parce qu'aujourd'hui, avec cette journée-là, on va voir l'année passée et l'année qui est en cours. La FAO, Fonds mondial pour l'alimentation, première institution agricole internationale au monde, accorde beaucoup de crédits à la JIMA. La FAO vient de publier en 2014 le rapport de la situation alimentaire dans le monde et nous constatons qu'il y a une amélioration. De 2012 à 2014, 805 millions de personnes sont en situation de sous-alimentation, ce qui démontre 100 millions de personnes en moins durant les 10 dernières années, ce qui est un pas en avant dans la lutte contre la faim et la malnutrition. La journée sera célébrée officiellement le 18 octobre à Kita. Et nous avons ce communiqué. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants des partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, vendredi 17 octobre 2014, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Issa Zerbo, Adema, PSG. Et après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du candidat du parti PDS. Plus de 200 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour au Mali à cause de la pauvreté. Pour baisser ce chiffre, l'ONG Save the Children a initié un marathon mondial intitulé Course pour la survie. Organisé dans plus de 60 pays, au Mali, l'événement sera célébré à Sikasso demain, vendredi, sous le parrainage de Mme Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État. Pour plus de précision, le directeur de Save the Children Mali est au micro de Maganfi Konati. C'est une activité qui appelle les enfants, qui met ensemble les enfants pour qu'ils fassent leur cri de cœur, pour alerter et appeler les décideurs nationaux et internationaux, parce qu'il s'agit de 50 pays dans le monde, il n'y a pas que le Mali, pour dire il y a trop d'enfants qui meurent dans nos pays, au Mali et ailleurs, à cause de maladies qui sont absolument évitables. Il y a en réalité des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour éviter qu'on ait 200 000 enfants qui meurent chaque année. Et une des premières choses qui pourrait être faite très rapidement, c'est par exemple penser au recrutement des sages-femmes, surtout les redéployer dans les coins reculés où elles ne vont pas, c'est-à-dire les motiver à y aller. Il y a aussi des agents communautaires, les agents de santé communautaires, qui sont un maillon aujourd'hui entre le village et le centre de santé, qui permettent très rapidement de diagnostiquer et de référer les enfants et les mamans au centre de santé. La deuxième chose, c'est adopter la politique nationale de financement de la santé. Il y a un draft qui est là, 2014-2023, pour en fait rendre effective la couverture universelle. La troisième chose, ce serait ce plan d'action multisectorielle pour la nutrition. C'est une action salutaire parce que une des raisons de la mortalité des enfants, c'est la malnutrition. C'est parti pour la deuxième édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi, SAFEP, organisé par l'agence Nantou Communication. Le salon est un espace d'échange entre jeunes et structures d'encadrement. Le thème cette année est l'entrepreneuriat jeunes et femmes au service du développement socio-économique du Mali. Le SAFEP se tient au CICB et dure 3 jours. Moïse Traoré pour le compte-rendu. L'entrepreneuriat jeunes et femmes au service du développement socio-économique du Mali est le thème de la deuxième édition du Salon de la formation professionnelle et de l'emploi SAFEP. Suivi de milliers de jeunes, les personnalités visitent une quarantaine de stands représentatifs d'activités de transformation, de télécommunication ou encore de formation universitaire.
Quelques minutes auparavant, le maire de la commune 3 souhaitait que l'initiative se perpétue pour le bonheur des futurs entrepreneurs. Il n'y a qu'à s'inspirer des obstacles que les jeunes entrepreneurs, comme par exemple Mark Zuckerberg, par exemple le fondateur de Facebook, et notre cher Malamine Koné, concepteur de la marque Ernest, ont dû surmonter pour être les références internationales incontestées et dans leurs affaires respectives. L'oratrice ajoute qu'il nous revient de faire tomber les barrières socioculturelles, géographiques, psychologiques ou financières pour que la création d'entreprises soit démocratisée. Choisir l'entrepreneuriat, c'est opter pour un autre mode de vie, un autre mode de pensée afin d'apporter une réponse durable et efficace au problème du chômage. Les représentations diplomatiques du Ghana, du Maroc, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso étaient représentées à l'ouverture de ce salon qui prend fin samedi. L'Institut religieux Marie Immaculée au Mali vient de lancer une vaste opération de prise en charge des aides ménagères. Coût de l'opération, près de 13 millions de francs CFA pour 6 mois. Objectif, aider ces filles migrantes à s'installer à leur propre compte. Batraori. Cette vaste opération, financée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, devra permettre à 40 jeunes filles d'avoir des connaissances nécessaires pour pratiquer divers petits métiers. Nous intervenons dans les domaines suivants: alphabétisation, coupe-couture, broderie, hygiène et santé, entretien de la maison, art culinaire, périculture, lessive, repassage, écoute, orientation et accompagnement. En effet, nous sommes conscientes qu'éduquer une fille, c'est éduquer un peuple. Sur les 13 millions de francs CFA nécessaires pour la réalisation de l'opération, le FAFPA contribue à hauteur de 11 millions de francs CFA. Le FAFPA, en finançant ces sessions de formation, veut encourager toute initiative visant à développer les compétences des ressources humaines pour préserver les emplois et créer de nouveaux emplois afin d'augmenter la richesse nationale. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité enclenché par le gouvernement du Mali en faveur des groupes défavorisés. Le syndicat libre de la magistrature, Silima, a rencontré aujourd'hui la presse. Le syndicat s'oppose à certaines décisions de mutation et de nomination du ministère de la Justice. Les détails, c'est avec Tchemoro Sagara. Par cette conférence de presse, le syndicat libre de la magistrature Silima veut informer l'opinion publique nationale et internationale sur les questions de justice au Mali et attirer l'attention des autorités sur un certain nombre de faits. Nous avons eu à bien sûr porté sur le match Mali-Éthiopie, compte rendu Silagatou Sissi. Les lendemains de défaite sont amers. Battus sur les installations par les antilopes Walias d'Éthiopie 3-2, les aigles du Mali ont laissé des plumes. C'est donc un sélectionneur perdu dans ses pensées qui se présente face aux journalistes. Le visage serré, la voix grave, le cœur meurtri, Henri Kaspazak analyse le match Mali-Éthiopie. On est dans une situation plus délicate, bien sûr, donc il nous reste encore 2 matchs. Et dans deux matchs, comme je dis, le destin est entre nos mains. Il n'y a pas des autres équipes qui vont jouer pour nous, qui vont faire des résultats. C'est à nous qu'on doit faire des résultats. Les journalistes ont mis le couteau dans la plaie quant aux chances réelles de qualification des aigles à la CAN Maroc 2015. Dans ces groupes, il y a un favori qui existe, c'est Algérie. Nous, on était considérés aussi comme favoris, mais malheureusement, on ne se comporte pas comme favoris, car nous avons perdu 2 matchs, on a gagné 2 matchs, mais malheur qui nous arrivait en 4e match, c'est qu'on a perdu un match important pour se mettre à l'abri, parce que si hier, même avec match nul, on pouvait être dans une position plus favorable pour se qualifier. Si on ne se comporte pas comme favoris, ça veut dire qu'uniquement on peut regretter beaucoup les résultats. Le technicien franco-polonais a tout de même fustigé l'arbitrage.
L'arbitrage nous donne l'impression que on ne demande pas qu'ils seront pour nous, hein. On ne demande pas ça parce que c'est pas le cas. Mais au moins qu'ils suivent correctement par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Je crois que c'est important à souligner parce que les matchs contre Algérie, les matchs contre Malawi, les matchs hier contre Éthiopie, entre nous, l'arbitre, il était mauvais. À 2 journées de la fin des éliminatoires de la CAN Maroc 2015, les aigles du Mali auront certainement l'occasion de se ressaisir. En attendant la prochaine rencontre, Henri Kasperzak, journaliste, le public sportif tente d'évacuer la frustration. Toujours par rapport à ces éliminatoires de la CAN Maroc 2015, le classement du groupe B est le suivant. Algérie 12 points, Mali 6 points, Malawi 3 points, Éthiopie 3 points. La 5e journée, avant-dernière journée, aura lieu le 15 novembre prochain avec Malawi, Mali et Algérie, Éthiopie. Sur ce, prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation. Demain, Khadija Toukone et Amadou Sankaré prennent le relais. Ma météo tout à l'heure avec Aïssata Kamara. Merci et bonsoir à tous. Grand merci à nos téléspectateurs de Kidal, c'est au Mali.